Bonjour. Eh bien voilà, vous êtes diplômé, vous avez suivi la HMO-NP et vous êtes donc censé être opérationnel. Cette habilitation est comme une sorte de réception de votre formation initiale. Le petit problème, vous vous en êtes sûrement rendu compte, c'est qu'il y a des réserves à lever dans cette formation initiale. En effet, l'école d'architecture est une école d'architecture, mais n'est pas forcément une école d'architectes. Que devrait-on enseigner dans les écoles d'architecture pour que ce soit des écoles d'architectes qui donnent à des professionnels tous les outils et toutes les compétences pour pouvoir faire correctement leur métier et donc être appréciés des clients? Il faut tout d'abord apprendre la technique, une technique de base, on est bien d'accord, mais il faut être à l'aise avec la technique. Il faut également, et c'est trop largement, à mon avis, mis de côté, il faut apprendre la dimension juridique de la maîtrise d'œuvre. N'oublions pas que les architectes sont considérés par la jurisprudence comme des juristes de l'opération. Il faut apprendre aussi les relations clients. Comment avoir des clients, bien entendu, comment acquérir leur confiance et comment prendre l'ascendant sur les clients pour qu'ils nous laissent faire notre métier. Et évidemment, les relations aussi avec les réalisateurs, notamment les artisans, enfin, les bureaux d'études et tous les réalisateurs avec qui nous faisons équipe, forcément. Et tout au long des études, il faut bien entendu avoir une ouverture d'esprit, apprendre à s'ouvrir l'esprit pour être compétent en création architecturale. Voilà ce qui amène à un diplôme qui va nous permettre d'exercer notre métier et tout au long d'une vie professionnelle, d'une carrière, on va pouvoir créer de l'architecture. Cette création est beaucoup plus, me semble-t-il, une affaire personnelle, individuelle, plutôt que collective où on serait forcément formaté par l'ambiance, la culture d'ambiance du moment. Ce qui est dommage car cela bloquerait toute évolution d'architecture. Être architecte, c'est un métier de multiples compétences qu'il faut maîtriser et dont les lacunes, les erreurs peuvent être lourdes de conséquences. Il y a trois grands domaines de lacunes dans les écoles d'architecture. Tout d'abord, la formation technique est trop légère. Il est bien clair que nous ne devons pas tout savoir. Ça serait ridicule de pouvoir le prétendre puisque c'est évidemment impossible. Il suffit de voir les volumes du REF quand ils sont matérialisés. Je ne sais pas si une année suffirait à tout lire. Donc, bien sûr, personne ne peut et ne doit tout savoir, d'autant plus que ce savoir, justement, est évolutif. Mais il y a une base à connaître, à maîtriser, sinon ça sera un gros, gros handicap. Et puis, c'est pas notre rôle de tout savoir. Nous ne sommes pas le super-héros qui connaît tout et qui va dire à tout le monde quelle est la technique qu'il maîtrise. Chaque professionnel, chaque artisan, chaque bureau d'études est censé être mieux compétent que nous dans sa partie. Nous n'avons pas à apprendre leur métier aux plombiers, aux carreleurs, aux l'étude de sol, etc. Mais il y a quand même une base, un socle indispensable à connaître. Et si nous avons des lacunes à ce niveau-là, ça va rendre notre tâche probablement impossible, en tout cas très complexe, et on perd en crédibilité envers les réalisateurs, les artisans et envers les clients. Notre rôle est d'être un synthétiseur, si je puis dire. On va cristalliser tous les savoirs des uns et des autres. On va les orchestrer. Je crois que l'image du chef d'orchestre colle très très bien à la mission d'un architecte pour faire réaliser un bâtiment, un ouvrage, quel qu'il soit. Et donc, nous allons mettre tout ça en musique de manière à ce que ça soit harmonieux. Mais nous ne sommes pas obligés de savoir jouer aussi bien que chaque musicien de son instrument. Et donc, pour pouvoir être ce chef d'orchestre, ce grand organisateur, cette référence de l'opération, il y a aussi un savoir-faire, pas qu'un savoir, il faut un savoir-faire
En quelque sorte, il faut savoir gérer la technique, faire que les meilleurs choix techniques soient choisis à chaque fois, même si on ne les connaît pas. Et donc, il faut gérer les artisans, gérer les bureaux d'études pour être sûr que ce soit la bonne technique qui est employée. La formation technique est divisée en deux parties. Première partie, les études où l'on voit les plans techniques qui sont différents des plans d'exécution. Les plans techniques sont dévolus à l'architecte, à la maîtrise d'œuvre. Il dit ce qu'il veut dans le dimensionnement, dans la nature des matériaux, mais ce ne sont pas des plans d'exécution. Il y a une limite très précise. Il faut bien se situer d'un côté de la limite, mais pas d'autre. Mais il faut bien entendu savoir établir des plans techniques des ouvrages que l'on conçoit. On voit également le CCTP, le descriptif, qui est une sorte de plan parlé, avec une façon de faire les descriptifs que je trouve intéressante, des descriptifs qui sont lus, qui sont compris, et par le client et par les entreprises. Ne pas oublier qu'un marché de travaux comprend les descriptifs et qu'un descriptif, c'est donc un contrat. Il faut que les deux contractants sachent pertinemment en quoi ils s'engagent. Et enfin, le métier et le chiffrage, qui est une compétence essentielle, indispensable des architectes. On ne peut pas concevoir sans avoir la maîtrise du coût. Ça me paraît impensable, surtout compte tenu des coûts du bâtiment, bien entendu. Même 50 000 euros, on va dire c'est un tout petit chantier, mais 50 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Et la seconde partie de la formation est ciblée sur le chantier. Première matinée, on parle de la préparation du chantier. Le secret, évidemment, d'une maîtrise d'œuvre réussie, c'est l'anticipation. C'est pas quand on tombe dans le ravin qu'on se dit, oh, comment ai-je pu éviter l'accident? Et la seconde partie, c'est le chantier, vu sous l'angle technique, pas sous l'angle relation client-artisan. Ça, c'est dans la maîtrise d'œuvre. C'est vu sous l'angle technique. Ensuite, deuxième grosse lacune, encore plus grosse, la dimension juridique de notre métier, qui est essentielle. Savez-vous que la jurisprudence considère que l'architecte est le juriste de l'opération, ce qui implique des responsabilités et des conséquences, bien entendu. Les contrats, le droit privé, le droit administratif, le droit des tiers. Les tiers, c'est pas que les voisins, hein, pas du tout. Les sous-traitants, la résiliation d'un contrat, d'un marché, tous les pièges des assurances. Et il y en a. Nos responsabilités réelles, la gestion des imprévus, des incidents, etc. Là, il y a un savoir et un savoir-faire indispensable. Nous connaissons encore moins le mécanisme lui-même du droit français. Comment fonctionne-t-il? J'ai l'habitude de dire qu'il ne tient pas forcément compte de la morale ou de la vérité. Ça a l'air choquant, mais c'est comme ça. Le droit français tient compte des engagements qu'on a pris et des preuves que l'on peut apporter d'avoir tenu nos engagements. Ces engagements peuvent être inconscients. Il suffit d'un mot, par exemple, malheureux, pour qu'on prenne un engagement qu'on ne croyait pas avoir. Par exemple, ne jamais dire je dirige un chantier. Les mots ont un sens en droit. Celui qui dirige, c'est le directeur. Et qui dirige-t-il? C'est subordonné. Donc, si l'on place les entreprises et les bureaux d'études comme étant nos subordonnés, nous sommes de fait responsables de leur travail. Personne ne nous oblige à dire que nous dirigeons un chantier. Bien sûr que non. Moi, j'assure un suivi des chantiers. C'est totalement différent juridiquement. Donc, avoir une compétence juridique qui nous permet de mener à bien une opération, une maîtrise d'œuvre sans faux pas, est indispensable pour accomplir correctement notre métier. Surtout face à des réalisateurs ou des clients retors et un peu juristes qui peuvent éventuellement nous mettre en porte-à-faux, voire nous piéger. Nous voyons ça dans les formations juridiques et pratiques, où je partage mon expérience avec cet éclairage juridique, donc expérience et éclairage juridique.
La première partie, c'est un déroulé d'une maîtrise d'œuvre, de la signature du contrat d'architecte à la levée des réserves, où on essaie de passer au crible tout ce dont on doit s'occuper. Et la seconde partie, ce que j'appelle les contentieux, en fait, la résiliation du contrat d'architecte, quand une situation ou un client devient insupportable, eh ben, on n'a pas à le subir, hein, c'est architecte, c'est pas le bagne, et donc il faut pouvoir résilier. Mais il ne faut pas faire de faux pas et il ne faut pas que le remède soit pire que le mal et que ça soit requalifié en résiliation abusive, bien entendu. Ensuite, la gestion des sinistres. Les architectes, en fait, sont très rarement responsables d'un sinistre. Ce n'est pas nous qui fabriquons, ce n'est pas nous qui assumons la conception d'exécution. Et donc, il faut pouvoir se défendre, mettre en évidence que notre mise en cause est abusive. Et évidemment, ça ne va pas tomber du ciel, bien entendu. Donc, nous devons être actifs dans notre défense dans les sinistres et encore plus actifs, si je puis dire, dans les contentieux, notamment les contentieux judiciaires. Ce n'est pas notre avocat qui va gagner le procès tout seul. Il ne peut pas. Il faut que nous lui fournissions des armes, il faut que nous nous mettions dans un contexte qui sera favorable pour que nous ayons une décision positive. Si on s'est mis tout seul dans la nasse et que notre situation est inextricable, même le meilleur avocat ne pourra pas nous sortir de là. Autrement dit, comment fait-on pour gagner un procès? Et enfin, troisième grande lacune de l'école d'architecture, notre formation en relation client, autrement dit en marketing. Ah, ça y est, j'ai lâché le mot. Le marketing, c'est la relation client, hein. C'est rien de plus, rien de moins. Et je pense que pour une profession prestataire de service, négliger la relation client, c'est pas très malin, si je puis dire. D'autant plus que nos clients ont un pouvoir, ils ont un pouvoir de maître d'ouvrage. Ce ne sont pas de simples consommateurs. Il vaut mieux bien gérer nos clients. Quantitativement, nous devons avoir assez de clients potentiels pour ne pas dépendre d'un contrat qu'on veut absolument signer parce qu'on n'en a pas d'autre derrière, ce qui nous met en position de faiblesse, et ce qui en plus n'est pas très engageant pour le client. Il nous faut également un contrat adapté à une clientèle de néophytes, qui soit particulier aux professionnels, mais néophytes dans le domaine de la construction. Ça peut être des bâtiments industriels, des commerces, des bâtiments agricoles. Ce n'est pas la nature du bâtiment qui compte, c'est la nature du client. Quel type de clientèle? Est-ce un professionnel un marché public, un professionnel de la construction? Est-ce un néophyte? Mes formations s'adressent à cette clientèle de néophytes. Il faut donc un contrat qui soit facile à signer, c'est-à-dire que les clients comprennent bien et qui leur convienne. Il faut un contrat qui nous protège juridiquement. Et Dieu sait s'il y a des progrès à faire actuellement dans les contrats. Et il faut un contrat qui soit quand même correctement rémunérateur si possible. Nous apportons énormément de valeur à nos clients, nous avons droit à une juste rémunération. Et qualitativement, si je puis dire, il faut aussi prendre l'ascendant sur les clients tout de suite, dès le premier moment d'une rencontre, de manière à ce que nous soyons, nous, à la tête de l'opération et que le client nous paye pour suivre nos directives. C'est comme ça que ça marchera le mieux. Même si nous ne sommes pas des cadors dans notre métier, de toute façon, l'architecte sait mieux que le client comment mener à bien une conception, comment mener à bien une opération et un chantier. Donc, il vaut mieux qu'il nous laisse faire. Mais ça va pas tomber aussi du ciel. Il va falloir que nous soyons, dès le départ, dans ce positionnement directif. Je précise, chers confrères et chères consoeurs, que les clients néophytes adorent les architectes directifs. Ça les rassure. Il est très angoissant de faire des travaux, même si c'est inconscient parfois chez les clients. Et donc, pour que nous puissions faire correctement notre métier, il ne faut pas traîner un client comme un boulet qui va nous entraver, qu'il nous laisse faire. C'est ce que l'on voit dans la formation en relation client. Et ainsi,
J'essaye, je tente de combler toutes les lacunes de notre formation initiale pour faire de brillants concepteurs des architectes opérationnels. À bientôt, j'espère, dans une ou plusieurs de mes formations.